Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes un homme d'entreprise dans tous les sens du terme. Vous en avez sauvé quelques-unes et défendu beaucoup d'autres avec un enthousiasme que vous racontez dans un livre. Une flamme brille encore et toujours dans vos yeux. Le secret, sans doute, de votre forme olympique. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Alors, vous publiez un livre, Enthousiasmez-vous, dont on va parler longuement tout à l'heure aux éditions du Rocher. Vous avez un parcours étonnant, un parcours bien nourri, je dirais, et on va l'évoquer à travers des dates clés, puisque c'est le principe des clés d'une vie sur Sud Radio. Alors, j'ai trouvé 4 dates, et la première, je suis sûr que vous allez la reconnaître, le 18 juin 2023, les 98 ans de celui dont vous allez forcément reconnaître la voix. Alors, écoutez, c'est simple, personne ne sait que je suis moi-même un fils d'enseignant. Yvon Gattaz, votre père, Absolument. que vous appelez Yvon d'ailleurs. Que j'appelle Yvon. C'est assez curieux. Yvon depuis l'adolescence, ça a toujours été plutôt un grand frère. Je raconte dans mon livre d'ailleurs, je lui rends un grand hommage. Ça a été un ami, mon meilleur ami peut-être. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus un grand ami que mon père. Et il y a un mot qu'il n'a jamais prononcé, et vous non plus, c'est retraite. Oui, non, il connaît pas retraite, et d'ailleurs je ne sais pas trop ce que ça veut dire non plus. Oui. Moi, je me souviens l'avoir vu régulièrement. À 95 ans, il repartait à son bureau après le déjeuner. Oui, alors d'ailleurs, il y a quelques années, c'est-à-dire 95 ans, je crois qu'il avait dit à ma maman, qui était encore en vie à l'époque, écoute chérie, je vais travailler moins, donc je rentrerai vers 18h le soir, au lieu de 20h comme il faisait habituellement. Et il avait 94 ou 95 ans. Et je l'avais reçu dans les clés d'une vie voici quelques années. Il m'avait raconté son parcours et comment un ami lui avait prêté 100 000 anciens francs pour qu'il fonde son entreprise radiale, je crois. Oui, alors c'était en 1952, il a fondé Radial avec son frère Lucien. Et ils avaient 27 ans et 28 ans tous les deux. Et ils ont, avec très peu d'argent, ils ont monté ce groupe de composants électroniques que j'ai repris en 92. Oui, parce que c'était la connectique et personne connaissait ce mot connectique à l'époque, en 52. Oui, même maintenant, les gens connaissent moins, pas beaucoup non plus. Ce sont des composants électroniques qui connectent en fait des câbles électriques ou des câbles optiques. Voilà. Et à l'époque, c'était de la radiofréquence, voilà. Alors, il avait trouvé le nom, je crois, sur un mur du local qu'il avait loué rue Oberkampf. Oui, on me parle souvent, est-ce que vous avez donné 100 000 euros ou 500 000 euros à des grands conseillers internationaux pour trouver le nom? Et pas du tout. Le mot était affiché, c'était sans doute le nom de la petite société précédente. Qui fabriquait de la bimbeloterie et des vaporisateurs à poire. C'est ça, exactement. Alors, il se trouve que, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des générateurs de noms d'entreprise qui permettent d'en trouver un quand on n'a pas d'imagination. Sans doute, oui. Voilà, mais ça, c'est pas votre truc. Non. Et ça a marché tout de suite. Et vous avez découvert, Pierre Gattaz, cet univers quand vous aviez 5 ans seulement. Oui, parce que, en fait, j'allais en vacances chez mon oncle Lucien, qui était à Voiron. Et de temps en temps, je passais une semaine, 15 jours avec mon oncle et ma tante. Et mis à part les montagnes, que j'adorais aussi, mon oncle m'emmenait dans les usines l'usine de Radial qui était à Voiron. Et je me souviens de ces odeurs, c'était tout à fait particulière, je dirais du laiton, de la sueur. Et je voyais des grands hommes qui étaient les ouvriers professionnels, les ingénieurs, dans des blouses bleues. Et cet univers m'a toujours fasciné parce que je les voyais comme des artistes. Et j'ai toujours considéré d'ailleurs les ouvriers professionnels comme des artistes qu'ils sont. Mais en même temps, les artistes vous passionnaient, mais l'univers de la connectique, à 5 ans, ça vous disait pas grand-chose. Non, c'était plus l'environnement, si vous voulez. C'était ces petits connecteurs que mon oncle Lucien me présentait avec amour. Mais j'étais un peu baigné dans cet univers de l'usine, si vous voulez. Je crois que cette passion m'est restée. Voilà. Et voilà. Et en même temps, votre père et Yvon étaient encore plus passionnés, mais je crois qu'il travaillait tellement qu'on le voyait pas beaucoup à la maison. Non, Yvon, il a eu plusieurs vies en plus. Il a été donc, il a été patron de Radial, créateur. Ensuite, il a monté le mouvement éthique. Ensuite, il a été au CNPF en 81. Enfin, il a eu une vie avec beaucoup d'activités. Et curieusement, j'ai jamais voulu suivre ses traces. C'est ça qui est drôle, c'est que j'ai jamais voulu faire ce que mon père a fait. Et je me suis retrouvé quand même patron de Radial et patron du MEDEF. Voilà. Ce qui est surprenant. Oui, mais c'est le destin. Et il y avait aussi celle qui était dans l'ombre, c'était votre mère Geneviève. Et on a toujours dit que derrière un grand homme, il y a toujours une femme dans l'ombre. Et je crois que cette phrase est attribuée à Talleyrand. Et un humoriste a ajouté que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui n'a rien à se mettre. Mais ma mère était était là pour s'occuper de nous, pour s'occuper du foyer, pour s'occuper de la gestion, parce que voilà, des nombreuses activités de l'école et qui supportaient mon père, qui était
qui n'était pas souvent là, donc elle a fait ça a été une maman formidable et je pense une épouse formidable aussi. Et vos jeunes années, Pierre Gattaz, je crois que c'est dans un pavillon à Gagny. Oui, absolument, en Seine-Saint-Denis. Donc j'étais au collège de Villemomble et puis ensuite au lycée du Raincy. Donc j'ai passé toute mon enfance au Seine-Saint-Denis. Oui, la Seine-Saint-Denis qui était beaucoup plus calme qu'aujourd'hui. Qui était un peu plus calme, absolument. Il y avait des endroits calmes et puis il y avait des endroits un peu moins calmes, mais c'est très intéressant. Et Gagny, je crois que c'est l'exploitation du plâtre fin dit de Paris qui a été la principale industrie jusqu'aux années 50 et les anciennes carrières ont cessé leurs activités en 1965. Ah, vous m'apprenez quelque chose. Je connaissais les carrières de Vaujours qui n'étaient pas très loin, mais pas celles de Gagny. Et le lycée où vous allez, c'est le lycée Albert Schweitzer, qui est présenté sur Internet comme un lycée pour réussir. 92% de réussite au bac, ce qui, à votre époque, Pierre Gattaz, n'était pas pas aussi fréquent qu'aujourd'hui. Non, c'était un bon lycée, en effet, le lycée du Raincy. Voilà, j'en ai un très très bon souvenir. Mais vous étiez le bon élève type, vous ne saviez pas ce que vous allez faire de votre vie à l'époque. Je ne savais absolument pas, et vous savez, quand vous êtes bon élève en maths, vous faites maths sup, maths spé, sans vraiment savoir où est-ce que ça va vous mener, vous passez les concours, vous devenez ingénieur, et c'est comme ça que progressivement, et par le hasard de la vie, je dirais, on se retrouve ingénieur des télécoms, et je suis parti ensuite aux États-Unis, embauché par Dassault et justement, voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez toujours bien travaillé à l'école, tout en faisant du piano, du tennis, parce que c'était important aussi d'avoir ces loisirs. Pour vous, c'est une époque où votre mère tenait absolument à ce que vous fassiez ce genre de choses. Oui, j'aimais faire beaucoup de choses. J'étais bon en classe, mais pas génialement bon. Correctement bon, on va dire, et j'ai fait beaucoup de sport en effet. Je lisais, j'étais passionné par la nature, par l'astronomie, j'avais des tas de hobbies en fait. Et voilà, donc c'était une curiosité que j'ai gardée encore aujourd'hui à 64 ans. Oui, et c'est une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'internet, pas de box. Dans les livres. Voilà. C'était dans les livres, voilà. Et il y a une chose très importante aussi dans vos jeunes années, Pierre Gattaz, c'est que vous avez été scout. Oui, c'est important. Le scoutisme, j'ai appris la communauté, la collectivité, la démerde, comme on dit, dans les forêts, les camps de scouts, une semaine, 15 jours passés dans les forêts de Sologne à se débrouiller pour faire des campements, des feux, des feuillets qui étaient les toilettes de l'époque. Et puis voilà, c'était la communauté, très agréable, et on apprend plein de choses quand on est scout. Plein de choses. C'est votre mère et votre père qui avaient décidé que vous seriez scout. Inévitablement, parce que quand vous êtes enfant, vous vous laissez embarquer par vos parents qui vous disent tiens, tu seras scout, et après la greffe peut fonctionner ou peut ne pas fonctionner. Moi, j'ai adoré ça, et j'ai fait ça, je sais pas, une dizaine d'années, je crois. Oui, et ça vous a presque appris le travail en entreprise et travailler avec les autres. Mais c'est important le scoutisme, absolument. C'est une petite communauté humaine d'adolescents ou de jeunes. Il y a des responsables, il y a les plus vieux s'occupent des plus petits, il y a des chefs, voilà, on commence louveteau, rangers, et je trouve que c'est une façon de vivre en communauté en étant responsable. Et on est responsable de soi, mais on est responsable des autres, et on est responsable du clan, en fait. Les grandes écoles, vous avez préparé à l'école Sainte-Geneviève à Versailles, je crois. Oui. Et cette école a parmi ses anciens élèves 3 maréchaux, Lyotet, Philippe de Hautecloque et Jean de Tassigny. Voyez. Et Yves du Manoir a été à cette école. Oui, il y a eu beaucoup de monde qui était ce qu'on appelle Ginette, en effet, c'est à Versailles. On prépare les grandes écoles, maths sup, maths spé. Et vous avez appris le management et la gestion, après avoir fait maths sup, maths spé et l'école d'ingénieur, à l'université de George Washington. Pourquoi ? Oui, alors je suis parti en fait après aux États-Unis pendant 18 mois, au poste d'extension économique de Washington, où le jour, je travaillais pour le poste comme jeune attaché industriel et commercial des secteurs de l'informatique et de l'électronique, puisque j'étais ingénieur télécom, et le soir, je prenais des cours à George Washington University pour compléter ma formation d'ingénieur par du management et de la gestion. Et c'est l'une des plus anciennes universités qui a été justement voulue par George Washington, premier président des États-Unis. Pourquoi être allé là-bas ? Oui, j'avais besoin j'étais toujours intéressé par la création d'entreprise. D'ailleurs, toute ma jeunesse, je voulais créer mon entreprise ou en reprendre une. Et ingénieur télécom, vous n'êtes pas dans la gestion, dans le management, et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir un complément de formation sur ces sujets-là.
et puis d'apprendre l'anglais au hasard, et puis de suivre des cours en américain avec l'université américaine. C'était tout à fait intéressant. Oui, mais c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Là aussi, vous avez été un pionnier, Pierre Gattaz, parce qu'aujourd'hui, on va faire ses études aux États-Unis. C'était pas forcément le cas à l'époque. Non, je regrette un peu de ne pas avoir fait carrément un MBA là-bas, car certains autres ont été plus audacieux que moi en allant carrément faire Stanford ou Harvard ou d'autres grandes écoles de management. Bon, moi j'étais en fait occupé la journée et le soir j'en profitais pour avoir ces cours de management et de gestion. Et ça vous a beaucoup appris? Ça m'a appris, si vous voulez, d'abord à parler l'anglais, et puis ensuite à comprendre un peu la culture américaine, anglo-saxonne, et puis surtout à apprendre aussi à avoir des bases de gestion et de management qui sont toujours intéressantes en théorie, parce que la vraie formation, c'est sur le terrain. Voilà. Mais là, vous ne songez pas encore vraiment au terrain. Bah écoutez, je sentais que ingénieur, je dirais dans un bureau d'études, m'aurait pas beaucoup plu. Oui. Moi, il me fallait du contact, il fallait en effet de la gestion, et j'avais déjà l'idée de créer mon entreprise. J'avais 2-3 idées déjà en tête. Mais je n'ai pas sauté le pas tout de suite. Non. Et on va en reparler avec une autre date aussi importante dans votre vie. C'est le 21 juillet 1997. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Gattaz. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Gattaz. Nous parlerons tout à l'heure de Enthousiasmez-vous, un livre aux éditions du Rocher, dont le sous-titre est « Ce que la vie m'a appris et que je voudrais partager avec vous ». Justement, la vie, on la raconte à travers des dates clés. On a parlé de vos études. Et le 21 juillet 1997, c'est votre première télé. C'est un journal de 20 heures sur une entreprise concernée à l'île d'Abo, près de Lyon, par un plan de redressement. Dominique Strauss-Kahn évoque le déficit des finances publiques et vous expliquez combien de nouvelles taxes peuvent nuire au développement international de Radial. Ah bah écoutez, vous m'apprenez je me souvenais plus du tout. Et c'est vrai que vous intervenez de façon... Et c'est la première fois, parce que vous étiez très, très silencieux au départ. Oui, j'avais une quarantaine d'années, donc en 97, et ça devait être en effet ma première télé, donc je devais être extrêmement anxieux. Ah non, vous êtes très décontracté à l'antenne, et vous parlez de Radial, et c'est la première fois que vous parlez Radial, dont vous êtes président. Vous employiez à l'époque 1500 personnes, Pierre Gattaz. Oui, je suis rentré à Radial en fait en 92, donc il y a une trentaine d'années. 97, c'était en effet 5 ans après, et j'étais jeune président de Radial. J'ai commencé par être directeur général, parce que mon oncle et mon père m'ont surveillé quand même pendant 1 ou 2 ans, pour vérifier que je ne faisais pas trop de bêtises. Et puis on s'est développé beaucoup dans les télécoms à l'époque, dans cette décennie 92-2001, qui a été incroyable pour le développement de Radial. Et à l'époque, en effet, je me battais déjà pour garder les usines en France et pour que l'environnement fiscal et social français soit compatible avec l'entreprise, ce qui a été assez compliqué. J'imagine. Alors, un petit retour en arrière, avant d'aller vers Radial, où je rappelle, vous ne vouliez pas aller, Pierre Gattaz, vous êtes à l'ambassade de France à Washington comme attaché industriel. Et vous vous occupez d'expansion économique, vous aidez les entreprises françaises à s'implanter localement. Oui, dans l'informatique et les télécoms électroniques, parce que j'étais ingénieur télécom à l'époque, donc c'était dans ce secteur-là. Et en effet, j'ai eu la chance de rencontrer Serge Dassault, puisque le ministre plénipotentiaire de l'époque qui pilotait le poste d'expansion économique me dit, tiens, il y a une personnalité illustre qui vient, il a besoin d'un chauffeur, d'un traducteur, d'un jeune. Bon, j'avais une 20aine d'années à l'époque, et je l'ai chauffé, comme on dit, dans tout Washington, pour qu'il aille faire des entretiens de vente de ces équipements de monétique de Dassault électronique. Donc pendant une journée, j'ai eu la chance d'être avec Serge Dassault. Et vous étiez entré comment et pourquoi à l'ambassade de France à Washington? Parce que je voulais faire un stage en effet de fin d'année, et j'ai eu la chance d'avoir cette possibilité de faire ça pendant 18 mois. Et donc j'ai saisi l'opportunité pour le faire, et de nouveau pour pouvoir travailler pendant la journée et apprendre le soir. Et les entreprises françaises qui s'installaient localement, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque? Non, et à tel point que mon père me disait, lorsque je suis rentré en 92 à Radial, il m'a dit, je te confie les rênes de Radial, mais je te donne un seul conseil, c'est ferme tout aux États-Unis, parce que je ne connais aucune boîte française qui réussit aux États-Unis. Donc moi, ayant fait quand même mes études aux États-Unis, connaissant bien ce marché, et considérant que la moitié du marché de l'électronique mondiale est aux États-Unis, je me suis dit zut. Donc j'ai commencé par une grosse désobéissance, c'est-à-dire j'ai prouvé très vite qu'il fallait absolument garder le marché américain pour Radial. On a restructuré un peu la filiale là-bas, et en fait aujourd'hui c'est presque 40% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis.
Heureusement qu'on est resté là-bas. Oui, vous avez eu raison. Et je me suis un peu renseigné, Pierre Gattaz, la première entreprise française installée aux États-Unis, c'était Dupont de Nemours, avec Eleuthère Irénée Dupont de Nemours, créateur du groupe américain qui porte son nom. Un contemporain de Louis XVI avait préféré les États-Unis à son pays, avec la Révolution française. Il est allé là-bas et finalement, il a vu ça manquait de poudre. Il a créé une manufacture de poudre avec les techniques de fabrication en vigueur en Europe, et ça a marché, c'est devenu Dupont de Nemours. Oui, mais c'est merveilleux parce que vous avez des aventures comme ça de Français, de pionniers français depuis 100 ans, 200 ans, qui ont inventé des tas de choses. Et vous savez, la France, c'est pour ça que j'adore mon pays. Et il y a eu des inventions dans tous les secteurs, du cinéma, de la photographie, de l'automobile, des poudres. Et je trouve qu'en effet, il faut avoir ça en tête. Il faut avoir une grande fierté du patrimoine industriel, scientifique, technologique qu'on a eu. Là, ça fait 30-40 ans que ça vacille un tout petit peu. Mais vous savez, on a quand même un héritage incroyable de tous ces pionniers qui ont développé des empires en s'internationalisant et en pariant sur l'entreprise, l'innovation, la créativité. C'est ça qu'il faut toujours avoir en tête quand on est en France. Exactement. Les Français. Alors, il faut savoir aussi que Serge Dassault était venu pour prospecter pour ses distributeurs de billets en plein développement. Oui. Et puis, il a prospecté puisqu'il vous a engagé. Oui, parce qu'en fait, à la fin de cette réunion, de cette journée qui s'était bien passée avec lui, il m'a dit: qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit: écoutez, je vais rentrer en France dans 6 mois. Il m'a dit: écoutez, venez me voir. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Dassault Électronique, où je me suis occupé de projets de monétique, c'est-à-dire c'était les premiers TPE, terminaux de paiement électronique, à lecteur de carte. Exactement. Avant, c'était les gros fers à repasser, vous vous souvenez de notre jeunesse, et c'était les premiers terminaux, et j'étais chargé de les vendre dans le monde entier. Donc j'ai été au Mexique pour aller vendre ça aux banques mexicaines, j'ai été en Angleterre pour vendre ça à Shell, et c'était Dassault Électronique était précurseur de ces systèmes-là, qui étaient assez compliqués à mettre en place parce qu'il y avait de la sécurité, il y avait des listes noires de cartes bleues, etc. C'était passionnant. Et d'ailleurs, le premier distributeur de billets au monde a été inauguré le 27 juin 67 dans une agence Barclays du quartier d'Infeld au nord de Londres. Et c'est un acteur de sitcom alors célèbre, Reg Varney, qui a effectué le premier retrait d'espèces de l'histoire devant la presse et les badauds. Absolument. Alors ça, c'était peut-être 20 ans avant. Oui. C'était les fameux distributeurs automatiques de billets, les DAB. Les DAB, exactement. Absolument. Alors, il se trouve que chez Dassault, ça se passe bien. Et effectivement, vous partez au Mexique comme chef de projet du paiement électronique pour toute une ville, pour tout un quartier. Oui, c'était l'époque, j'étais chef de projet chez Dassault et je m'occupais de la mise en place et du fonctionnement de A à Z de ces 1000 TPE. Je me souviens dans la zona rosa mexicaine, et je me souviens être à 4 pattes en train de chercher les 2 fils du téléphone pour que la communication des transactions se fasse avec le site central. Mais je me souviens que c'était la zona rosa, c'était la zone un peu évoluée, très touristique de Mexico. Il y avait des choses incroyables que j'ai faites. Je me suis retrouvé à 4 pattes à plusieurs reprises dans des magmas de fils, de spaghettis de fils, et il fallait que je trouve les 2 fils qui aillent bien. Et il se trouve que c'est un quartier aussi connu pour ses bars à striptease et ses maisons closes qu'on appelle agences ou modèles. Ah, alors j'ai loupé ça. Désolé. Et puis Mexico aussi, c'est aussi une chanson que tout le monde connaît. Mexico, Mexico. Vous connaissez bien sûr Mexico. Oui, vous savez, c'est ça. C'était l'époque où le Mexique, le Brésil, tous ces pays sud-américains, c'était des endroits de rêve, on va dire, pour les jeunes, pour la jeunesse en fait. Et j'étais content d'aller faire des allers-retours, mais c'était principalement pour travailler. Alors ce qui est drôle, c'est que Mexico a été créé par Luis Mariano et une actrice qui s'appelait Lilo. Et Lilo est en même temps le nom d'une entreprise numérique française à l'origine du moteur de recherche solidaire. Vous voyez, comme quoi tout se rejoint. Absolument. Alors finalement, le Mexique vous a ouvert la voie, et puis vous avez presque décidé chez Dassault de créer votre entreprise. Oui, alors en fait, je voulais, comme je vous disais, j'avais cette petite musique dans la tête, et j'avais imaginé de faire des distributeurs de forfaits de ski à carte bancaire automatique. Mais alors j'avais fait mon étude, j'avais discuté avec Dassault pour savoir s'ils pouvaient me vendre le brevet. Et en fait, j'ai été démarcher les stations de ski à l'époque qui n'étaient pas encore prêtes pour avoir ce type de système. Ce qui a bien marché, c'est dans les parkings, puisque en fait, les premières applications automatiques
maintenant c'est courant en 2023 bien évidemment, mais il y a 30 ans, c'est surtout les parkings avec le clavier, on tapait le code, etc. qui fonctionnaient. Les distributeurs de forêts de ski, c'était trop tôt comme idée. Voilà. Malheureusement. Et le ski, justement, vous a permis d'échapper au service militaire. Oui, parce que je me suis cassé le bras une fois, ils m'ont mis une plaque. Donc j'étais fermé 3 jours et je me suis cassé le bras 2 fois sur ce même bras malheureusement. Et dans les 3 jours, 2 fois de suite, ils m'ont dit ah ben non, vous êtes vraiment irrécupérable, donc vous êtes exempté. Et ça vous a pas gêné? Ça m'a pas gêné. Vous avez tellement de choses à faire. Bah écoutez, bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie, là encore, c'est le hasard. Et la vie, elle a continué. On évoque une autre date que vous n'avez forcément pas oubliée, le 3 juillet 2013. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Gattaz. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Gattaz. Ce livre, Enthousiasmez-vous, ce que la vie m'a appris, que je voudrais partager avec vous aux éditions du Rocher. Eh bien nous, on partage des dates clés de votre vie. On a évoqué vos débuts, votre arrivée chez Cherche Dassault, dans le groupe Dassault, et puis 3 juillet 2013. Alors là, vous n'avez pas oublié la date. C'est le jour où vous êtes devenu patron des patrons. Oui, absolument. Oui, écoutez, alors que vous ne vouliez absolument pas, non, comme votre père. C'est surprenant, si vous voulez, parce que en fait, l'origine du MEDEF, c'est pour moi une crise que j'ai eue en 2001, lorsque le marché des télécommunications s'est effondré pour Radial et on a perdu 2 fois 20 ou 25% de chiffre d'affaires. Donc très dur à restructurer en France, 18 mois, etc. Et je me suis dit jamais il faut embaucher en France, c'est une erreur de gestion. Donc j'étais très très démoralisé par toute la galère que tous les patrons français d'ailleurs vivaient. Et puis je me suis dit non, c'est pas possible, si tous les patrons raisonnent comme moi, on va jamais y arriver. Et c'est là où je me suis engagé dans les syndicats professionnels, j'en ai créé un, la filière des industries électriques et numériques. Ils m'ont élu à la FIEC alors que je ne voulais pas aller à la FIEC, ils m'ont dit mais si Pierre, il y a que toi, etc. Donc mes amis me poussant, et puis ensuite le groupement des fédérations industrielles, allez Pierre, faut que tu y ailles, c'est toi, t'as 4 usines en France, machin. Bon, et puis en fait, ça s'est un peu passé comme ça au MEDEF, mais il y a eu surtout l'arrivée de François Hollande, avec quand même des postures, vous savez, des déclarations très démotivantes pour les patrons, sur bon, j'aime pas les riches, j'aime pas la finance, j'aime pas les banques, bon, j'aime rien, en gros. Et ça, c'est très très démotivant, parce qu'on se dit, oh là là, on est reparti vers des postures dogmatiques ou idéologiques, alors que l'entreprise n'est ni à gauche ni à droite, alors que l'économie doit être ni à gauche ni à droite, alors que nous, on fait notre boulot sur le terrain, en n'étant ni à gauche ni à droite, et laissez-nous bosser et arrêtez de penser à nous taxer et à complexifier. Et en fait, je me suis très motivé, mais avec une colère sourde que j'avais de gestion de Radial, beaucoup d'enthousiasme et d'espoir, mais une colère sourde qui m'a fait arriver avec ce MEDEF de combat pour la croissance et pour l'emploi, face en effet à un gouvernement socialiste qui allait faire, je dirais, qui avait en tête des réformes assez contre-productives et extrêmement démotivantes. Au départ, il y avait 3 candidats. Oui, même plus que ça, je crois qu'on était 4 ou 5 sur la ligne de départ, et puis progressivement, bah écoutez, il y en a 2 ou 3 qui se sont ralliés à mon panache, bon voilà, et puis c'est comme ça, ça s'est bien passé. Et vous étiez conscient que c'était un énorme travail qui en plus n'est pas rémunéré. C'est pas rémunéré, et il faut y aller en effet, vous savez, au MEDEF, vous pouvez y aller pour passer 5 ans sans problème, tranquille, à être invité à des dîners, etc., en ville, parisien, bon. Et puis moi, j'y suis allé, non pas pour aller à la télé ou à la radio, ce qui n'est pas mon genre de beauté, mais par conviction profonde pour le pays. En fait, en me disant, on va retourner comme avec François Mitterrand, où on a quand même... il y a eu 2, 3, 4, 5 ans difficiles à l'époque en 81 pour l'économie française, pour des filiales qui ont été vendues, les filiales de sociétés américaines que j'ai bien connues. Ça partait, tout le monde était complètement démotivé, on a perdu beaucoup de temps. Et en 2013, c'était à peu près la même chose. Et je me suis dit, il faut absolument éviter toutes les bêtises qu'il peut y avoir sur le plan idéologique, et surtout faire les réformes fiscales et sociales dont on a besoin en France. C'est comme ça que j'ai poussé un pacte de confiance qui s'est transformé en pacte de responsabilité de la part de François Hollande, et que j'ai dit on peut avoir un objectif de 1 million d'emplois en faisant telle et telle réforme sociale et fiscale. Et puis à la fin, curieusement, et c'est là avec le recul où vous vous apercevez que ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas fait trop de bêtises sur le plan économico-social, mais au contraire, ils ont fait des choses
comme la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, la baisse du taux d'IS de 33 à 25%, comme le pacte de responsabilité qui a donné le CICE, le fameux crédit impôt croissance et emploi, de 40 milliards de baisse de charges sur les bas salaires, comme les lois El Khomri qui ont simplifié le code du travail. Et tout ça, si vous voulez, ce sont des réformes qui ont été faites pendant 5 ans et qui a mis en place une sorte de politique de l'offre, en fait, française, qui date pas d'Emmanuel Macron, mais qui date d'Emmanuel Valls, je dirais, de Manuel Valls, quelques années avant. Et on a créé le million d'emplois que j'avais objectivé entre janvier 2014 et fin 2019. Et aujourd'hui, non, mais l'emploi continue. On est à 7% de chômage, alors que quand j'étais au MEDEF en 2013, on était à 10%. Et Emmanuel Valls, vous êtes parfaitement entendu avec lui, Pierre Cattaz. Écoutez, ça a été très curieux, ça a été dur. Ça a été dur parce qu'on s'est souvent... il y avait quand même des discussions très âpres sur la pénibilité, le système de pénibilité qui était une usine à gaz pour les entreprises, qu'il a mis en place. Mais quelque part, il comprenait l'économie et les entreprises. Et puis je lui citais l'Allemagne, je lui citais l'Angleterre, je lui citais les pays européens. Je lui citais Deng Xiaoping, qui en 1978, le chinois communiste, a fait une politique, a mis en place l'économie socialiste de marché, et créez vos boîtes, innovez, exportez, enrichissez-vous. Donc des communistes qui disent, plutôt que d'avoir 40 millions de morts avec la révolution culturelle de Mao Tse-tung, ils ont sorti pendant 40 ans 600 millions de Chinois d'extrême pauvreté. Donc j'ai beaucoup parlé avec lui, parfois c'était très dur, et puis finalement ça s'est bien passé parce que on s'est fait, il y avait du respect entre nous. Il y a eu du respect entre nous et il y a eu de la confiance à la fin. Et puis, vous aviez l'exemple de votre père, bien que vous ne vouliez pas faire comme lui, qui avait repris le CNPF aussi, qui était l'ancêtre du MEDEF, et qui lui aussi avait combattu pour que la France s'en sorte financièrement. Oui, parce que François Mitterrand est arrivé avec un programme commun de la gauche, souvenez-vous, c'était en 81, c'était aussi très compliqué. Moi, j'ai vu des sociétés se vendre, des sociétés notamment américaines qui ont toutes bradé leur filiale française à l'époque, ce qui a créé le fameux groupe d'inaction, entre autres, de Blanchet et Moretti, qui ont racheté ces petites filiales dans le Marais. Et moi, j'ai vu aussi, si vous voulez, quelque chose d'important qui m'a toujours traumatisé, qui me traumatise toujours d'ailleurs, mes 20 concurrents français de la connectique française, ils étaient une vingtaine quand je suis arrivé à Radial, il y en a plus un. Ils se sont tous vendus à des groupes américains ou allemands en général. Et quand il y a des crises, vous savez, les Américains, ils font pas de quartier, ils ferment des usines. Donc je n'ai plus de concurrents quasiment en France, même j'en ai plus. Alors que mes 30 concurrents allemands sont toujours en vie, sont 3 fois plus gros et constituent le Mittelstand allemand qui n'a pas été cassé. Donc si vous voulez, 40 ans de politique, je dirais, économique, politisée, dogmatique, avec une fiscalité politique, je dirais, ça nous a quand même extrêmement affaiblis et notre PIB dans l'industrie est passé de 18% à 10%. Tout ça, je l'ai vécu. C'est pas de la philo que je dis, c'est moi, chef d'entreprise, ayant vu sur mes pairs, mes concurrents, les autres pays au monde, comment ils font. Les autres pays au monde, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils ont protégé leur entreprise à mort. Et les Scandinaves, les premiers, toute social-démocratie qui sont, les Allemands, les Autrichiens, les Suisses, bien évidemment, les Anglais, l'Italie du Nord, qui a gardé une industrie extrêmement forte et qui a gardé 10 000 ETI, entreprises de taille intermédiaire, en Italie du Nord. On n'a plus que 5 000 ETI, entreprises de taille intermédiaire familiale en France. Vous voyez, il y a eu des dégâts et c'est ça qui a nourri mon combat. Qui est encore dans ce livre Enthousiasmez-vous, parce que malgré tout, je dis, ouf, il y a eu des tas de choses qui ont été faites depuis 10 ans, et bravo, formidable, on peut y croire. Mais ça a nourri une sorte de colère sourde pour faire ces réformes, si vous voulez, que tous les autres pays du monde ont fait, en fait. Voilà. Et en même temps, vous vous êtes retrouvé pour la première fois en pleine lumière, alors que vous étiez un homme discret, vous avez beaucoup voyagé, ça a été une nouvelle vie très difficile pendant 5 ans, Pierre Cattaz. Oui, si vous voulez, voilà, vous rentrez dans une arène, une double arène, une arène politique, une arène médiatique. Vous êtes au premier rang et surtout avec un MEDEF de combat pour la croissance et pour l'emploi, on ne vous loupe pas en face. Donc vous êtes scruté, chaque mot est analysé. Donc c'est un nouveau métier quelque part dans un environnement. Mais je ne regrette rien parce que même si vous avez j'ai pu faire des erreurs de langage à certains moments, je le reconnais. On n'est pas à 100% parfait. J'ai appris en marchant, mais je pense que j'avais une grosse authenticité, si vous voulez. C'est-à-dire que lorsque je disais des choses, je le vivais et j'étais authentique. Je n'étais pas en train de chercher soit
une satisfaction personnelle de tout ça, un ego personnel. Non, je le faisais vraiment pour les entreprises qui m'ont fait l'honneur de m'élire au MEDEF. Et voilà, avec mes mots d'industriel, avec mon expérience d'industriel qui a gardé quand même 5 usines en France dans un marché hyper compliqué des composants électroniques. Donc je pense qu'avoir une certaine crédibilité quand je parlais. Voilà. Oui, non seulement une crédibilité, mais vous aviez des idées à défendre, car vous avez défendu l'emploi, mais vous vouliez aussi qu'on réforme l'éducation nationale, déjà, alors qu'on n'en parlait pas beaucoup avant. Oui, si vous voulez, l'un de mes combats au MEDEF, lorsque je suis arrivé en 2013, il y avait bien sûr la fiscalité, il fallait baisser cette fiscalité, ces charges sur le coût du travail déjà, qui étaient très élevées, la complexité du code du travail. Et les lois El Khomri et les lois Pénicaud ont permis de simplifier une partie de ce code du travail, pas complètement. Et puis il y avait tout le problème de l'apprentissage. Car vous savez, je regardais souvent l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse. Les filières d'apprentissage professionnel sont des filières d'excellence. En Suisse notamment, 70% des gamins à 17 ans sont en apprentissage. Et nous avions que 200 000 apprentis en France en 2013. Les Allemands en avaient 1,2 million. Vous voyez un peu l'écart épouvantable. Et donc j'ai été voir les différents ministres de l'Éducation nationale. Je crois que voilà, il y avait Najat Belkacem, ensuite il y a eu je crois El Khomri, Pénicaud. Et en fait, ils ont pris des mesures aussi, et du temps de Manuel Valls d'ailleurs, pour améliorer l'apprentissage, pour aider, pour mettre des systèmes de motivation des entrepreneurs et pour reprendre. Et ça, je suis assez content parce qu'aujourd'hui, en 2023, je crois que nous sommes autour de 700 ou 800 000 apprentis, donc en venant de 200 000 apprentis. Vous voyez. Et ça a été un de mes combats. J'avais même fait des petits clips vidéo qui s'appelaient Beau Travail, où avec au MEDEF, j'avais fait des petits témoignages de 1 minute et pas plus, 30 secondes, 1 minute, de métiers en tension par des jeunes salariés, poissonniers, chaudronniers, soudeurs, charpentiers, mais vous voyez, des métiers en tension, pour faire expliquer par ces jeunes que c'était le plus beau métier du monde. Et en fait, ça a bien marché. Il y a des choses qu'on a faites en télévision qui ont très très bien marché. Oui, et puis il y a une chanson qui résume ce que pourraient dire ceux qui ont travaillé avec vous pendant 5 ans. Merci patron. Merci patron. Ça me fait penser à quelque chose, si je peux me Cette permettre. chanson des Charlots est devenue l'hymne des syndicalistes pendant les grèves, ce que les Charlots n'avaient pas imaginé. Oui. Et on a dû vous chanter Merci Patron plusieurs fois, non? Oui, bien sûr, et ça me rappelle une émission de télévision que j'ai fait avec Ruquier, Oui. qui s'appelait On n'est pas couché, qui était en 2016, que j'ai revu récemment, et où il y avait en face de moi Monsieur Ruffin, qui n'était pas encore très connu à l'époque. Il y avait Monsieur Moax, Léa Salamé, et j'ai souvenir d'1 heure dans une arène, Ruffin ayant amené ses amis de Nuit debout dans le studio, et j'ai gardé mon calme. Voilà. Mais c'était l'un des pires moments de radio que j'ai pu avoir. Oui, c'est très difficile. De télévision, oui. Mais bon, vous savez, il y a des moments où il faut savoir faire ça aussi. Oui, et puis finalement, ces 5 ans au MEDEF vous ont beaucoup appris. Ah mais c'est une expérience formidable si vous voulez, parce que vous apprenez à garder votre calme dans toutes circonstances et essayer, même quand vous avez quelqu'un qui est très dur en face de vous, parce que très politique, et le patron en France est encore très critiqué. Il est toujours vu comme un assoiffeur du peuple et un horrible profiteur de dividendes. Et je crois que voilà, c'est des choses qu'il faut combattre, même si vous avez des gens qui en profitent, même si vous avez des gens qui sont des mauvais patrons. La grande majorité des patrons, comme je dis, sont des héros de la nation. Pourquoi? Parce que la plupart d'ailleurs sont des patrons de TPE, de PME. Ce sont des gens qui ont été des salariés, des artisans, qui ont souvent hypothéqué leur maison, leur appartement, qui sont endettés, qui ont passé des nuits blanches à pas joindre les deux bouts, qui se sont plantés, qui ont recommencé. Il faut voir ce que c'est que d'être patron. Et je trouve que depuis 10 ans ou 15 ans, eh bien, l'image du patron a changé. Elle a beaucoup évolué en France, et ça, j'en suis très très content, d'où enthousiasmez-vous. L'image de l'entreprise a beaucoup évolué. Et vous savez, je connaissais bien Jean-Claude Mailly, patron de Force Ouvrière, qui aujourd'hui est entrepreneur. Et il le dit avec plaisir et avec fierté. Eh bien, c'est très bien. Il faut être entrepreneur de sa vie. Et puis, il faut avoir un porte-bonheur. Vous avez un porte-bonheur? Oui, je l'ai pas sur moi. J'aurais dû l'amener. J'ai souvent un connecteur de ma société radiale dans ma poche.
qui m'a sauvé la vie dans des entretiens avec Bourdin, notamment sur RMC, je me souviens, avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre de François Hollande, à des moments où il me voyait comme un horrible patron du MEDEF, disant non à tout et à toute négociation, et je leur sortais mon connecteur en disant, mais vous voyez ce que je fais, je fais ça, et je fais ça avec 400 personnes à Château-Renaud, c'est ma première usine, la première usine de Château-Renaud en emploi, j'ai créé tant d'emplois, et bien je suis content, il y a 20 métiers, il y a 15 technologies, et très souvent, les gens sont passionnés quand vous montrez un produit comme ça, qui est un produit très compliqué, sophistiqué, on change l'image change. Vous redevenez un patron qui bosse pour le territoire, qui bosse pour l'emploi et qui bosse pour la création de la richesse en France. Nous, on va rester connectés avec une autre date, le 4 octobre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Gattaz. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Gattaz. Donc on a beaucoup parlé de votre parcours, mais le 4 octobre 2023 est sorti ce livre, Enthousiasmez-vous, aux éditions du Rocher. Et ce sont vos mémoires professionnelles. Pourquoi les avoir écrits aujourd'hui ? Il fallait que je les écrive un jour d'abord. Vous savez, on vieillit, mais en plus j'ai tout en tête. Et puis, enthousiasmez-vous, c'est aussi pour dire aux jeunes et aux Français, mais aux jeunes, écoutez, vous êtes dans un pays formidable déjà, avec un patrimoine de nouveau industriel, littéraire, philosophique, incroyable. Il faut être fier d'être Français. Et en plus, la France se redresse économiquement depuis une dizaine d'années. On est passé de 10% à 7% de chômage. On est en train de revitaliser le pays, réindustrialiser le pays, et beaucoup de gens veulent venir en France pour y vivre et pour y travailler. Donc, plutôt que de s'indigner toute la journée, plutôt que de râler, essayer peut-être d'avoir un projet, des actions, un projet de vie, un projet personnel, un projet familial ou un projet entrepreneurial. Donc, c'est une ode à la France, c'est une ode à l'optimisme, à l'enthousiasme, c'est une ode à l'entrepreneuriat et à l'action. Et ce qu'on a raconté entre nous depuis le début de l'entretien et dans ce livre, c'est-à-dire qu'il y a vos combats, vos convictions, et cet enthousiasme qui a toujours été intact chez vous et qui est plus fort que jamais, Pierre Gattaz. Oui, parce que si vous voulez, il est plus facile en fait de s'indigner, de râler, de s'écrouler, de déprimer. Et l'enthousiasme, alors soit vous l'avez naturellement, ce qui est bien, ce qui est mieux, mais vous pouvez aussi le cultiver. De voir toujours qu'il se passe des tas de choses épouvantables dans le monde, dans des pays qui sont en guerre, avec des atrocités. Donc on a la chance de vivre en France et la France se redresse et on est un merveilleux pays. Donc je dirais que c'est un peu ça le message, c'est quand on est jeune, c'est, vous savez, le pari, je termine d'ailleurs par le pari de Pascal, il vaut mieux croire en Dieu que pas y croire. Croyez en vous, croyez en vous et croyez que vous pouvez faire quelque chose de votre vie. Et vous, Pierre Gattaz, vous avez en permanence une flamme dans un coin de votre cœur. Oui, j'ai une flamme parce que il faut avancer, parce que j'aime bien la vie, parce que voilà. Et j'aide aussi alors avec une fondation Y croire et agir que j'ai démarré il y a 5 ans. J'aide des chômeurs longue durée, des gens qui sont au RSA, des gens en Hauts-de-France. On a commencé par la ruralité, des endroits durs. Des chômeurs à se redresser, à retrouver l'estime d'eux-mêmes par l'entrepreneuriat. Et la question que je leur pose, qu'est-ce qui vous enthousiasme ? Et en fait, ils me répondent souvent, moi j'adorerais être coiffeuse, être manucure, être boulangère, ça fait depuis que tout petit, j'aimerais bien faire ceci. Et on leur dit, je vais vous aider. Ah oui, mais tout le monde m'a aidé, j'ai pas le diplôme, j'ai rien, etc., je suis tout seul. Et en fait, on les aide à transformer le rêve en réalité, comme dirait Saint-Exupéry. C'est pas si fréquent de les aider dans l'industrie ou dans l'entreprise ? Alors, si vous voulez, nous, ce qu'on fait, c'est que si, dans une entreprise normalement constituée, moi, je dis toujours à mes salariés, je ne pourrai jamais vous garantir l'emploi à vie. Je pourrais, par contre, vous garantir une certaine employabilité. Et quand mes salariés viennent et qui repartent dans 3 ans, 5 ans, 6 ans, soit par leur fait, soit du mien, eh bien, je sais que je peux me regarder dans une glace parce qu'ils auront progressé à radial. Et ça, c'est très important que les gens progressent dans une entreprise. Ça sert à ça, une entreprise. C'est de garantir c'est d'améliorer l'employabilité des gens. Et je crois que c'est ça qui manque peut-être en France, c'est d'aider tous ces gens qui sont souvent seuls, déprimés. Je les vois à Maubeuge, à Fourmies, à Lens, dans des endroits où il n'y a plus d'activité, etc. C'est de les aider à se redresser, à avoir une estime d'eux-mêmes. Eh bien, ça marche. Et puis, alors, j'ai trouvé une chanson étonnante. C'est Don't Stop Me Now par Queen. Et je vais vous expliquer pourquoi. Stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time.
Je ne suis pas sûr que vous connaissiez cette chanson. C'est quand même. J'aime beaucoup. Vous savez qu'elle est arrivée en tête du classement des chansons des 50 dernières années qui rendent le plus de bonne humeur et le plus enthousiaste. Oui. Moi, je trouve que ça fait partie de ces chansons très agréables à écouter, comme We Are the Champion, d'ailleurs. Mais celle-ci est remarquable. Elle est très gaie. Voilà. Et scientifiquement, on a démontré qu'elle était un sommet de bonne humeur et d'enthousiasme. Il faut faire ça avec le matin, tous les matins, avoir un peu de Queen dans les oreilles. Alors, vous citez beaucoup de gens dans ce livre que vous avez croisé. Vous citez Richard Branson, Pierre Gattaz, le fondateur du groupe Virgin, qui pour vous est un élément important. Oui, je cite pas mal de patrons en fait autodidactes, la plupart du temps d'ailleurs, ce sont des gens qui ont eu des rêves et qui vont jusqu'au bout de leurs rêves, si vous voulez. Il y a Elon Musk qui est incroyable aussi. Alors on peut contester que parfois les génies purs sont des gens extrêmement compliqués, soit à gérer, soit pour la gestion de leurs hommes et leurs femmes. Mais Steve Jobs était aussi comme ça. Mais j'aime beaucoup ces gens qui veulent transformer le monde. Je viens de vous citer 3 personnes incroyables pour moi. Écoutez, bravo, il en faut et il transforme vraiment le monde. Il crée de la richesse. Moi, je trouve que c'est absolument merveilleux. Et Branson, je ne sais pas si vous le savez, le 1er avril 1989, il a fait voler au-dessus de Londres un ballon à air chaud en forme de soucoupe volante avec un nain en costume d'extraterrestre à l'intérieur, un énorme canular, la police tuait la soucoupe, les radios étaient submergées et l'armée a été alertée. Alors quand en plus ils ont de l'humour, c'est encore plus drôle. Alors, il y a des réussites industrielles que vous citez à titre d'exemple, comme Jean-Claude Decaux, Laurent de Gourcuff et Aimé Jacquet. Oui, Aimé Jacquet, parce que si vous voulez, Aimé Jacquet s'est retrouvé dans une situation que j'aime beaucoup, c'est que c'était en 78, je crois, lorsqu'il a constitué l'équipe de France de football. Et il a éliminé 2 stars. Il a éliminé Gignola et Cantona. Et les médias lui ont tombé dessus en disant mais c'est incroyable ce type, etc. Et très, très méchamment. Et ça a duré pendant toute la Coupe du Monde. Très méchamment, mais pourquoi il a viré ça? Il est nul ce garçon, et il a eu la Coupe du Monde. Et après, il a dit « je ne pardonnerai jamais ». Alors bon, et je me suis dit, tiens, quand j'ai lancé mon PIN, 5 millions d'emplois, j'ai eu aussi une déferlante de sarcasme, etc. Et il faut vous accrocher dans ces cas-là. Il faut dire, mais je suis dans le vrai, j'y crois, c'est mes convictions profondes. Et je les emmerde, quelque part, excusez-moi l'expression, et je les emmerde. Bon, et on va réussir. Et en fait, quand vous êtes comme ça, et que vous réussissez, vous êtes prouvé à vous-même et aux autres que, quelque part, il avait raison. Et pourquoi il avait raison? Parce que quand vous avez des stars qui jouent perso, ils jouent pas en équipe. Et une entreprise, il faut jouer en équipe. C'est fondamental que le ballon passe, etc. Eh bien, il a gagné la Coupe du Monde avec des gens qui étaient beaucoup plus collectifs, en évitant les 2 ou 3 stars qui auraient pu être perso et qui n'auraient pas marqué forcément tout seul. Il y a quelqu'un qui se considère comme un capitaine d'équipe dans son restaurant, Guy Savoie, que vous citez aussi, qui a un point commun avec votre père, avec Frédéric Dard. Oui. C'est leur lieu de naissance à Bourgoin, qui n'était pas encore Bourgoin-Jallieu. Absolument. Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, dans les terres froides de l'Isère, et ce sont les 3 personnalités, je dirais, de cette petite ville qui est à côté de Lyon. Alors, il y a aussi quelqu'un que vous citez, qui est devenu un ami dans des circonstances très particulières, Pierre Gattaz, c'est Yann Arthus Bertrand, à l'époque où on ne le connaissait pas vraiment. Oui, alors j'ai eu la chance de partir au Kenya quand j'avais une vingtaine d'années, et en fait, mon guide, notre guide, c'était Yann Arthus Bertrand, qui avait 30 ou 35 ans, il était marié une jeune femme américaine, il était passionné de photos, de lions et de savane. Et en fait, on a sympathisé pendant une semaine. Et il m'a d'ailleurs lancé un défi. Il faut pas me lancer des défis stupides d'ailleurs, parce qu'il m'a dit, écoute, il y a un éléphant qui est dans le camp là. Tu n'es pas capable d'aller toucher la queue de l'éléphant. Alors moi, ni une ni deux, je me carapate et j'y vais doucement. Je touche la queue de l'éléphant qui se retourne instantanément, qui commence à charger. Et donc je me souviens que mon père filmait la scène, que ma mère était effrayée. Et heureusement, il s'est arrêté. Mais je me dis, il faut quand même faire attention quand on me lance des défis. Je peux pas les relever tous. Et celui-là était drôle parce qu'on a bien ri depuis. On en parle encore. Voilà. Et vous êtes un amoureux de la nature, un défenseur de l'écologie avant la lettre. Et ça, c'est très important pour vous. Oui, c'est très important parce que ce qui m'a amené d'ailleurs après le MEDEF, j'étais comme un Premier ministre essoré par des combats, mais des combats réussis malgré tout, et c'était très dur. Il fallait que je fasse autre chose. J'avais Radial, il m'avait élu à Business Europe, le patronat européen, et j'ai décidé de créer, d'acheter un domaine vinicole en Haute-Provence. Pourquoi vous aimez le vin ? Alors d'abord, j'aimais beaucoup le vin, mais j'étais un amateur éclairé sans plus. Mais c'est un produit magique, c'est un produit d'excellence français. C'est le terroir, c'est la météo, c'est la nature, ce sont les vignes. Et c'est une petite TPE en fait, et j'ai trouvé un domaine où il fallait refaire un chai de vinification, une boutique. J'ai recruté 8 personnes
Et le produit est magique, le vin de bien-être, de partage, de bonheur et d'excellence française. Donc dans ce projet-là, et en plus on a développé des rencontres économiques, des rencontres œnotouristiques, littéraires, musicales. Donc c'est un projet qui est plus vaste que le vin. Je fais aussi des séminaires d'entreprise et je fais ça en famille. Donc mes enfants qui sont maintenant entre 30 et 40 ans et mon épouse, on se retrouve régulièrement à boire, à déguster les jus, etc. et à faire ces vins qui sont bio dans les 3 couleurs. Et ça, c'est un projet formidable. Et j'adore la nature depuis que petit. Je vais en Provence pour aller chercher des fossiles avec mes oncles, tantes, cousins, cousines. Et la Provence est ma petite Madeleine de Proust quelque part. Voilà. Vous auriez pu être archéologue? J'aurais pu être archéologue, paléontologue. J'ai toujours adoré les vieilles pierres et la nature d'une façon générale. Donc c'est vrai, j'aurais pu être... oui, c'était quelque chose que j'aurais adoré faire. Alors ce vin, il n'est pas arrivé n'importe quand. D'abord, vous avez méthodiquement trouvé le lieu idéal et fait appel à des gens qui connaissaient Pierre Gattaz. C'est important parce que d'abord j'ai pris 300 heures de cours d'œnologie par correspondance. Par correspondance, on goûte les vins par correspondance. On peut déguster des vins par correspondance. Lorsque j'avais cette personne qui s'appelait Isabelle Reverdy, Muscadelle, société Muscadelle basée à Bergerac, et on faisait des cours ensemble et elle me faisait acheter des bouteilles. Alors souvent c'était des monocépages, Grenache, Syrah, etc. De même millésime, de régions différentes, et elle me faisait déguster les vins et comprendre tout sur les vins. Alors le vin c'est éternel. Moi je suis un débutant du vin. On apprend tous les jours, on apprend avec les vignerons, avec les œnologues, et c'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est que vous apprenez vraiment tous les jours, à chaque vendange, et il faut apprendre, il faut avoir le vin, c'est de l'humilité. En même temps, il faut se faire admettre dans la région, Pierre Gattaz. Oui, ça n'a pas été très simple parce que j'étais encore au MEDEF à l'époque et j'avais eu un article dans le Canard enchaîné qui avait titré Gattaz se paye un château en Provence, et c'était compliqué. On est un personnage public visible. Et en effet, les gens voient tout de suite le château pour aller prendre sa retraite, etc. Alors que c'est beaucoup de travail, alors que j'y vais tous les 15 jours, mais pour bosser du jeudi au samedi, non-stop. Et pour ceux qui veulent faire du vin, il faut savoir que c'est beaucoup de travail. Mais c'est passionnant. Et moi, je me souviens de 2 hommes d'affaires, entre parenthèses, entre guillemets, qui sont lancés dans le vin. D'abord, il y avait Alain-Dominique Perrin qui a sauvé le château de la Grosette à Cahors, oui, alors que c'était plus rien. Oui. Il y a eu aussi Jean-Claude Lattès qui avait sauvé un domaine. Oui. Et je me souviens de l'inauguration de ce domaine. On s'était retrouvé dans la cave de Jean-Claude Lattès. Moi, je ne bois pas de vin, mais il y avait les effluves des cuves dans la cave où on dit déjeuner. Et même sans boire de vin, on sortait ivre-mort. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça qui est magique, c'est que c'est les arômes du vin. C'est les primaires, secondaires, tertiaires, on peut rentrer dans la technique, mais c'est merveilleux le vin. Et des hommes d'affaires, en effet, se sont lancés. Moi, j'ai un de mes voisins qui s'appelle Paul Dubrul, avec le château La Cavale. Et en fait, c'est du temps long. Il faut savoir que c'est du temps long. Si on veut bien faire du vin, réussir, c'est 5, 10, 15 ans. Et c'est pour ça que je fais rentrer ma famille, et j'ai un de mes fils qui travaille avec moi sur le domaine, parce que il faut travailler dans la durée. Ça peut pas se faire en 2 ans, et il faut pas s'épuiser au bout de 5 ans. Enthousiasmez-vous, il est intact votre enthousiasme, parce que vous avez sans cesse de nouveaux projets, Pierre Gattaz, ce qui n'est plus si fréquent. Oui. Écoutez, faut vivre. Chaque jour est le début du reste de sa vie, je dirais. Donc, il faut vivre avec enthousiasme. Et je crois que c'est important parce que l'enthousiasme, ça vous permet de voir la vie. Alors, elle a des côtés atroces, la vie. On peut perdre des pères, on a la guerre au Proche-Orient. Tout ça est affreux, mais vous pouvez aussi être désespéré de tout ça et ne pas rebondir. Je crois qu'il faut avoir justement l'enthousiasme l'optimisme permet de se dire on va régler les problèmes. Vous savez, un chef d'entreprise est un optimiste, un enthousiaste. Il y a 10 problèmes à régler tous les jours, et dans mon petit vignoble il y en a 20. Donc il faut les régler. Et si vous n'avez pas l'enthousiasme qui est un merveilleux moteur de vie, vous réglez pas les problèmes. Donc soyez enthousiaste. Et puis il y a le vin, et puis il y a ce grand cru qui est ce livre, Enthousiasmez-vous, justement, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, car c'est un message d'optimisme dont on a bien besoin en ce moment, et c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci Pierre Gattaz, et puis à bientôt pour d'autres aventures. Écoutez, merci infiniment. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.